des méthodes de santé, on va dire, vraiment authentiques, notamment depuis Hippocrate. Alors, c'est ce que je vous parlerai tout à l'heure, mais je vais d'abord laisser Sébastien se présenter. Bon, je connais Sébastien depuis longtemps, je connais son sérieux, et là, il a un bon nombre d'années de pratique de l'hypnose, et la gestion du stress ont une importance capitale, comme vous allez le comprendre tout à l'heure dans les méthodes naturelles. Donc, on va le laisser se présenter déjà. Alors, vas-y, Sébastien. Très bien, donc bonsoir à tout le monde. Merci Roland pour l'invitation. Moi, je suis praticien d'hypnose et également sophrologie, PNL et énergéticien d'autre part. Donc aujourd'hui, on va être plutôt sur tout ce qui est attrait à l'hypnose, l'auto-hypnose, qui est un vaste sujet. Est-ce que tu pourrais parler un petit peu plus fort? Oui. Allez. Il me semble que c'est… D'accord. Voilà, vas-y. Je disais donc qu'aujourd'hui, on va quand même être plutôt axé sur l'hypnose et l'auto-hypnose, tout ce qui est dans la gestion du stress par rapport à cela, sachant qu'il y a énormément de possibilités au travers de l'hypnose. Et non pas celle qu'on connaît éventuellement par le spectacle qui est totalement différent. L'hypnose, donc, est un état modifié de conscience qui va permettre de les chercher toutes les ressources nécessaires de la personne. D'accord. Tiens, on se rencontre sur ces deux points. C'est-à-dire le mouvement, parce que nous avons la même passion pour les arts martiaux, par lui est plus avancé, mais nous avons la même passion. Et en plus, il a fait un travail vraiment intéressant sur le stress, donc on va lui donner la parole maintenant. Bien, donc pour parler de ce facteur, donc moi je vais me présenter rapidement, puisque je suis sur la banlieue toulousaine, un cabinet médical en tant que praticien, maître praticien en hypnose, hypnose ericksonienne et hypnose classique. Voilà. Donc la particularité un petit peu de mon travail est qu'il est pas forcément que sur l'hypnose ericksonienne que tout le monde maintenant, je dirais, pratique. Mais également, il y a aussi cette hypnose classique qui a été un peu laissée de côté de par ce travail, encore une fois, qu'on voit au niveau de la télé, qui est directive et pour le spectacle. Mais elle est quand même très efficace aussi pour la mise en état d'hypnose. Cette hypnose classique donc, est quand même très importante à connaître, et il me semble que justement pour pratiquer cette hypnose en thérapie, il est bien de connaître l'hypnose ericksonienne qui va être, elle, plus écologique par rapport à la personne. On va faire dans un accompagnement plus doux pour amener la personne dans ses pleines consciences, où on retrouvera également la méditation aussi, bien sûr. Mais cette hypnose classique aussi peut permettre à un certain moment d'une séance, peut permettre de relancer un petit peu plus l'état modifié de conscience qu'on cherche à créer au travers de l'hypnose. L'état modifié de conscience, c'est quoi? Tout simplement, c'est arriver à descendre les ondes cérébrales d'une personne. Pourquoi? Tout simplement, quand on est là actuellement en train de discuter, d'écouter, de réfléchir, on a cette zone qu'on a tous en activité qui est la zone préfrontale, qui sert à la réflexion, qui sert au calcul, à la gestion. Par contre, on a l'hémisphère arrière, l'hémisphère gauche, qui lui n'est pas forcément actif, qui n'est pas actif du tout, puisqu'on ne peut pas avoir les deux zones actives en même temps. Et elle s'active simplement quand on dort. Et également, il s'est aperçu, les chercheurs se sont aperçus qu'en mettant une personne en état de relaxation profonde, j'ai bien relaxation, par l'hypnose, par la sophrologie, par la méditation, en le faisant soi-même ou en méditation guidée, on peut arriver, et on arrive, à descendre les zones cérébrales, les ondes cérébrales, pour fermer cette zone préfrontale, qui est la réflexion. Donc on est quand même là, on est conscient, mais on est dans un état légèrement différent. On n'est pas non plus endormi. Et cet état permet d'avoir
une sécrétion de parasympathique. Donc, on ne va pas rentrer trop dans les détails, mais tout ce qui va générer tout ce qui est hormones de bonheur, de détente, la dopamine, l'acétylcholine, etc. Toutes ces hormones-là vont permettre d'accentuer l'état de bien-être, de bonheur. Les personnes dépressives, les personnes qui sont stressées au quotidien, en faisant 10-15 minutes par jour de l'auto-hypnose. Donc, je dis bien auto-hypnose, on est capable de se mettre en état modifié de conscience soi-même, permet de gérer notre stress au quotidien. Ce que j'enseigne également, c'est ça. C'est-à-dire que la personne doit pouvoir se relaxer et être moins stressée en vivant, bien sûr, quotidiennement et par rapport à ses obligations professionnelles, familiales. Il n'est pas lieu d'aller se mettre dans un monastère et vivre différemment. Ça, c'est autre chose. Mais en étant dans notre société actuelle, vu la vitesse où ça va, il faut quand même repenser à soi, se recentrer sur soi. Et l'hypnose sert essentiellement à ça, en fait. Exclusivement. À descendre un petit peu ces ondes cérébrales pour refaire le point un petit peu sur ce que l'on est, ce que l'on veut faire, et également gérer donc son stress au quotidien. Voilà un petit peu ma pratique pour la gestion du stress. Est-ce que tu l'utilises par exemple, dans le raffermissement de l'ego, ce qu'on appelle, c'est-à-dire le raffermissement de la personnalité? Oui. Quand il y a un émotionnel trop fort ou des situations, par exemple, où on a des difficultés existentielles à parler en public, par exemple, tu vois, ou des choses comme ça. Tout à fait, voilà. Donc, ces problématiques-là que ces personnes peuvent retrouver, c'est qu'à un certain moment de leur vie, de par leur éducation, de par leur cercle familial ou éducatif, ces personnes-là ont eu à un certain moment un manque de confiance, quelque chose qui ne s'est pas forcément déroulé comme ils le voulaient, pas forcément très important, mais qui a fait que ça a mis une alerte dans le subconscient. Une alerte comme quoi, quand il y a du monde, quand il y a du public, eh bien, il y a un stress qui monte, un stress qui se met en état assez élevé où les personnes peuvent être bloquées, tout simplement. Et ça, effectivement, avec l'hypnose, on arrive à redescendre dans les schémas précédents et on arrive forcément à couper ces barrières, à faire sauter ces limites pour reprendre un petit peu cette confiance en soi. Donc, pour tout ce qui est phobie, ça marche très bien aussi. Addiction, bien sûr, hein, addiction au niveau du tabac, alcool, drogue, c'est quelque chose qui fonctionne bien. Ce sont des choses qui fonctionnent bien puisqu'il y a à un certain moment, on se crée des limitations. D'accord. Et dans les phobies? Oui. Et dans les phobies, donc c'est pareil, la phobie de l'avion, voilà, il y a un travail qui est faisable sur ces phobies-là. Et encore une fois, soit par des moments qui ont été vécus, qui ont été mal interprétés, peut-être par le conscient de la personne, suivant l'état du jour, stressé, fatigué, angoissé. Et ça a pu mettre les limites à la personne. Des limites, tout simplement. Et en faisant ce travail-là, on retourne dans les retranchements de la personne. On va lui montrer qu'il est possible d'ouvrir toutes ces perspectives, de retrouver sa nature profonde. D'accord. Alors, si vous avez des questions déjà sur ce que vous avez entendu sur l'hypnose, allez-y, n'hésitez pas à les poser, on les récupère là, puis on y répond. Au travers des personnes, il faut savoir que chaque être humain, la communication est très importante et la communication passe par 55%, c'est le langage du corps, la position, les mouvements. Donc pour la gestion du stress, tout à l'heure on parlait de personnes qui peuvent parler en public, qui peuvent être stressées, qui peuvent avoir des angoisses. Il faut savoir que cette attitude-là se travaille essentiellement avec l'hypnose, ça travaille un peu plus spécifiquement avec la PNL, qui est la programmation neurolinguistique, qui peut modifier aussi tout ce qui est management, ces personnes qui doivent, par leur travail, être amenées à parler en public,
des fois sur des gros projets, etc. Donc, il faut savoir qu'il y a plus de la moitié de la communication qui se fait par le mouvement, la gestuelle, qu'on utilise également dans la gestion du stress pour les personnes qui travaillent dans des milieux un petit peu sensibles. Voilà. Il intervient également dans ces milieux-là, en entreprise, sur tout ce qui est personnel primo-intervenant sur des situations conflictuelles, quoi. Alors, on a une question. Est-ce que tu t'es déjà occupé avec donc l'hypnose, par exemple, de la spasmophilie? C'est Stéphane qui nous pose la question. Oui. Alors, la spasmophilie, oui, j'ai déjà pratiqué l'hypnose sur des personnes qui sont atteintes de ces troubles-là, de la spasmophilie. Oui, ça fonctionne pas mal. Ça fonctionne pas mal. Toujours et encore, par un certain moment, ce sont des angoisses. Ce sont des angoisses qui font que des peurs également, qui font que ça se positionne après sur le corps. Donc, on a des tremblements, des sensations de vertige, de malaise. Et ces choses-là sont dues, encore une fois, au cerveau. Le conscient, lui, va mettre en place, donc soit, encore une fois, sur une fatigue peut-être importante, sur les enfants, sur la croissance, ça peut arriver, et je le retrouve assez régulièrement. Quand il y a des poussées de croissance, il y a un état de fatigue, et après des tremblements, des vertiges. Et quand ça arrive, suivant le moment, ça peut donner un coup de stress à la personne. Et cette spasmophilie, elle va s'intégrer, va s'ancrer dans la personne. C'est-à-dire que quand elle va revivre certains moments identiques à la première crise, il va y avoir cet inconscient, lui, qui va remettre encore une fois en action ce schéma, et la personne sera certainement prise de troubles d'angoisse, de panique. Et là, donc, avec l'hypnose, effectivement, on va aller rechercher les premiers troubles qu'il y a pu y avoir au niveau de cette personne et gérer cette gestion du stress. Il faut savoir que dans la spasmophilie, l'alimentation est très importante aussi, notamment la complémentation. Mais après, j'avoue qu'au niveau de l'hypnose, je n'ai pas d'idée. Mais en fait, je crois que tu nous as répondu pas mal. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Oui, alors, ici que la nature profonde est sans problématique finalement. J'aimerais bien comprendre ce que… Moi, je vois à peu près le subconscient quand une personne, quand on naît, on n'a pas de limite, on n'a pas de croyance, on n'a pas de blocage. C'est en grandissant qu'on se crée nos limites ou qu'on nous les crée par notre éducation, par nos croyances, par les croyances qu'on va nous amener. Ça va du monde. C'est-à-dire qu'encore une fois, comme dans le sport par exemple, est-ce qu'on est capable de s'entraîner avec telle ou telle personne, pour les arts martiaux, si on parle d'arts martiaux, est-ce qu'on va être capable d'aller rencontrer tel ou tel maître? On va se mettre des limites parce qu'on va se dire non, je ne peux pas, j'ai peut-être pas les capacités, les facultés. Mais si on se dit tout simplement que c'est faisable, que la nature profonde qui est au niveau du subconscient, qu'on se dit qu'on peut y arriver, forcément on peut y arriver, et on y arrive. Si vous voyez un petit peu. C'est un problème compliqué, le subconscient. Hein. Quand même, oui. Mais à la base, il n'y a pas forcément de limite, quoi. On ne se limite pas. L'hypnose, dans ce cas-là, enfin pour moi, a une action de vernissage. Après, ça peut, dans certains cas, il faut savoir que la personnalité se façonne depuis la petite enfance et même avant, parce qu'on ne sait pas. Tout à fait. Et que, en général, moi, dans ce que j'ai entendu, moi, en psychosomatique naturelle, c'est que la personnalité est faite et l'avenir est tracé aux alentours des 14 ans, par là. Tout ce qui a été fait dans cette période a imprimé des comportements. Alors, vous voyez que c'est pas simple. C'est-à-dire que l'inconscient a été étudié d'ailleurs c'est les psychanalystes qui ont été le plus loin dans l'approche de l'inconscient. Et il a été classifié en couches. Vous
Vous avez la première couche superficielle qui est liée à l'éducation et tout ça. C'est là que l'hypnose agit le mieux. Parce que vous allez avoir une aide, un amorçage. Mais après, et d'ailleurs, je ne pense pas que Sébastien me contredise, après, en général, il va falloir, souvent, il y a une psychothérapie qui se fait derrière pour aller plus profondément. Alors, on est plus dans la, on va dire, dans nos visions modernes, on est plus dans ce qu'on appelle la psychothérapie rapide. Exactement, c'est des thérapies brèves. Hein. Voilà. Tout à fait. Et je pense que c'est plutôt là que tu es ton terrain de. Ah, exactement. Après, quand il y a des choses qui ne. L'hypnose, en fait, le patient, on va le voir 3, 4 fois. Après, la problématique, soit elle est partie, ou soit il y a un travail de fond à faire avec une psychothérapie, tout simplement. Quoi. Mais l'hypnose s'arrête à ce moment-là. On est là dans une thérapie brève. Fixer, contourner, assaut. Ça, c'était la spécialité d'André Pasbeck, qui était, il ne faut pas l'oublier, un des grands noms de la psychologie naturelle. Il avait été disciple de Dania Teilhard, qui était une élève directe du grand Jung. D'accord. Et j'avais trouvé cette thérapie qui venait un peu des Américains, fixer, contourner, assaut. Bien, mais c'est très intéressant tout ce que tu nous dis là sur l'hypnose. Alors, on arrive avec des acquis déjà. C'est Nathalie qui nous pose cette question. Ben forcément. C'est-à-dire ben, je pense que tout dépend dans le milieu où on évolue, effectivement. Effectivement, je pense qu'il y a déjà des acquis de par nos parents aussi, certainement, de par l'éducation qu'on peut avoir. Puisque d'ici de la naissance à 14-15 ans, c'est ce qu'on peut nous proposer, quoi. Qui va faire que ça va commencer à nous structurer, à nous fabriquer, entre guillemets. Tout à fait. C'est-à-dire qu'on arrive surtout avec des limitations. Oui. Et par exemple, attends, on va répondre à la question. L'hypnose peut-elle aider un adolescent, 16 ans, qui a des pulsions l'amenant à des automutilations et même tentatives de suicide? En plus, oui. En plus d'une thérapie, bien sûr. En plus, oui. En plus, oui, parce que ce qui est important, c'est au travers de l'hypnose, on va chercher le déclencheur, le déclic. Chose qu'on n'aura pas forcément avec une psychothérapie de suite. Et c'est pas voué à ça. La psychothérapie va être là sur du long terme, un accompagnement. Et c'est très. Mais l'hypnose, elle va venir en complément pour aller chercher ce déclic, le pourquoi il y a eu ce besoin d'automutilation, de tentative de suicide, peu importe. Mais ces choses-là, à un certain moment, avec l'hypnose, on va aller les contourner, comme je disais tout à l'heure. Effectivement, on va les contourner un peu cette croyance-là, ce besoin-là. Et tout simplement, on peut aider effectivement à ce que ces pulsions puissent être totalement diminuées, effacées par des ancrages, et des ancrages qu'on pose. On va pas rentrer trop dans les détails, mais des gestes, une gestuelle que la personne qui est en état d'hypnose va faire pour se remettre dans un état de détente et sans besoin en effaçant plutôt les pulsions. Mais bien sûr, il faut absolument être là en complément. Oui, alors ce que je sais, moi, là-dedans, je peux parler de mon expérience en psychosomatique plutôt. Il faut savoir que tout ce qui est fait autour du milieu, c'est-à-dire tout ce qui est transformé dans un sens naturel, que ce soit l'alimentation, que ce soit les activités, que ce soit les fréquentations de la personne, vous avez une amélioration énorme à partir du moment où déjà on chamboule, on va dire, l'environnement, on chamboule surtout le mode de vie.
Pour vous donner un exemple, à une époque, j'ai eu 2 cas. Dans ma pratique, là, je ne sais pas de l'ostéo, je fais beaucoup d'ostéopathie maintenant, mais à l'époque, je faisais plus de la psychosomatique naturelle. Et j'ai reçu deux cas de schizophrénie. Ben écoutez, sur ces 2 cas, j'ai eu un cas où la personne, c'était une jeune femme, elle est venue presque normale après 3 semaines de 15 jours de jeûne franc et une 3e semaine de jus de légumes. Ça, c'est pour vous montrer que les méthodes les plus simples donnent déjà des résultats. Dans les gens qui on cherche, des fois c'est tout simple le problème. Il faut chercher, et c'est là la grande force de la naturo, il faut chercher quels sont les besoins. Les besoins apparents, les plus simples, et les besoins profonds. On a déjà de l'amélioration. Et après, bien sûr, une thérapie comme l'hypnose, à partir du moment où le mental est assez solide, bon, il n'y a aucun problème, il va y avoir une force, c'est-à-dire un retour de confiance en soi qui va être au moins un temps présent. Et là, après, ben, il faut accrocher, quoi. Après, dans les psychothérapies, il y a tellement de choses qui se font. Moi, je reste un vieux, je suis de la vieille garde, donc j'ai toujours fait confiance aux gens qui avaient une formation, je parle en psychologie, en psychanalyse, plutôt jungienne. Mais après, bon, il y a des thérapeutes, il y a eu des psychanalystes très, très compétents, de Lacan ou de Freud. Hein. Ouais. Alors, hypnose classique, Bérénice, c'est-à-dire? L'hypnose classique, donc enfin, si je comprends, c'est ce que ça veut dire apparemment. L'hypnose classique, c'est l'hypnose directive. C'est celle que pratiquait Freud, etc. Quoi. Ce sont des hypnoses où l'hypnotiseur, puisque là, c'est carrément, on appelle ça, c'est plus l'hypnothérapeute, mais plus l'hypnotiseur, qui va être mis au-dessus, en fait. Il va se positionner un peu plus au-dessus du patient, du sujet, où il va arriver à suggérer à la personne à hypnotiser des inductions directes, directives, comme du style dormez, 1, 2, 3, vous allez dormir, mais après, bien sûr, pour la thérapie, et c'est donc totalement différent, quoi. Ah, mais je connais, d'accord. Bérénice. Ouais, l'hypnose classique, c'est plutôt ça. Donc, c'est intéressant de la pratiquer sur certaines personnes qui sont justement, moi ça m'est arrivé, c'est pour ça que c'est des retours d'expérience. J'ai démarré par l'hypnose classique il y a plusieurs années. Je la pratiquais pas trop parce que c'est pas très écologique, comme on dit, puisqu'on va quand même, on sature le conscient, c'est-à-dire on va faire on va parler très vite, beaucoup, pour saturer le conscient, pour arriver à passer dans l'inconscient, faire une rupture d'habitude, une rupture de pattern qu'on appelle, c'est une rupture d'habitude. Donc celle-là, je l'utilisais pas forcément beaucoup. Donc après, je me suis donc formé dans l'hypnose ericksonienne, qui est plus douce et qui amène un petit peu, ça ressemble un peu à la sophrologie, c'est de l'hypnose conversationnelle aussi. Hein. Mais simplement, sur ce retour d'expérience, c'était une personne qui était justement très, très, très stressée. Et quand j'ai commencé à faire allonger, lui demander donc de s'allonger, de se relaxer, donc de commencer déjà à prendre cette voie hypnotique et qui va permettre de mettre la personne dans de bonnes conditions pour commencer à travailler l'hypnose. Et là, cette personne, elle a ouvert les yeux et a dit ah, stop, je crois que je vais me lever, je crois que je vais partir parce que ça m'énerve encore plus. Là, on a changé de technique et on est parti sur une hypnose directive. C'est-à-dire que là, je l'ai saturé, elle n'a pas eu le temps de calculer, d'essayer de se détendre. Je l'ai, moi, guidé très rapidement. Est-ce que vous voyez un peu la différence? C'est-à-dire qu'au lieu de l'accompagner tout doucement vers un calme, une relaxation pour aller chercher le travail qui était prévu de faire ce jour-là, je l'ai mise en état d'hypnose par induction directe et rapide. Donc c'est ça l'hypnose classique. Parce que là, on a déjà fait un travail très, très pointu sur un pied qu'il ne faut pas oublier que son pied a été sauvé.
Mais je pense qu'elle vous le racontera un jour. Son pied a été sauvé d'une nécrose suite à une opération catastrophique. C'est un pied qui aurait dû être amputé et qui a été sauvé par la naturothérapie. D'accord. Ouais, d'où la question de tout à l'heure. Voilà. Je viens de voir ça, que je n'avais pas fait gaffe. Le pied a été sauvé. Évidemment, il reste une raideur et bien sûr, de temps en temps, des douleurs. Mais c'est vraiment un des miracles de la naturothérapie. Hein. Il faut quand même savoir ça.